we're moving right out of Babylon, and we're going to how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans, yeah. Has it been said already? Let it be done, yeah. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Maya man. Oh, Africa unite, 'cause the children wanna come home, yeah, yeah. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rastaman. Yeah, has it been said? Let it be done. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Higher Man. So, Africa unite, Africa unite, yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for it's later than they think. Unite for the benefit of your children. Unite for it's later than they think. Africa, await its creators. Africa, awaiting its creators. Africa, your rightful father cornerstone. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis de fidèles de notre radio et télévision Minduka, bienvenue et merci d'avoir choisi votre canal, votre chaîne radio-télévision préférée, des médias différents qui sauraient être catalyseurs d'un changement d'attitude, promoteur aussi d'une éducation citoyenne, former un citoyen au travers de nos débats, de nos discussions, un citoyen critique, éclairé, responsable et épanoui. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre programme et nous allons traiter un sujet qui n'est pas rwandais. En fait, nous avons voulu faire un effort de dépasser le nombrilisme de traiter des sujets uniquement rwandais, mais nous allons traiter aussi une problématique qui a, j'allais dire, son écho ou des échos sur la situation rwandaise. Comme le titre l'indique, nous allons parler de l'afro-victimisme à travers, mais nous allons nier cet afro-victimisme à travers notamment l'analyse des crises multiples qui fracturent l'Afrique, en particulier les famines, les violences meurtrières, plutôt les conflits meurtriers et les coups d'État, ainsi que la crise de la dette en Afrique. Sans tarder, je voudrais d'abord vous présenter nos deux invités qui ont été choisis en fonction justement de leur expertise par rapport à cette thématique, mais aussi de leur trajectoire. Dr Eugène Rwamucyo, il a travaillé sur cette question de la conflictualité, surtout dans la région de Grand Lac, à travers notamment son livre Big Tactique de Museveni et Kagame en Afrique noire, édition Nodus, Fundo 2023. Voilà, il peut vous saluer. Bon, je salue tous les spectateurs de la radio-télévision Impinduka et je salue surtout mon grand frère Célestin Sengiumva. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir, Dr. Wamucho. Ntabwo nigeze mba ambassadeur, nari umujyanama wa mbere. Ah, je pense que, est-ce qu'on va parler en français ou en Rwanda? En fait, donc, je disais que je n'ai jamais été un ambassadeur. Ah bon, d'accord. J'étais en fait premier conseiller d'ambassade. Bah, désormais, nous allons te nommer ambassadeur pour nous quand même. Nous en avons Parfait, mais il faut d'abord que nous ayons un pays. Après l'émission, on reviendra à cette nomination généreuse de la part de notre invité, Eugène Wamucho. On va d'abord poursuivre, effectivement. Le second panéliste, c'est Célestin Sengiumba. Déjà, vous avez goûté à travers l'humour des deux invités. Ouais, effectivement, nous l'avons invité non seulement sur base de son professionnel, mais surtout par rapport au livre qu'il a écrit, The African Great Region, Political Violence and the Long Trail of Refugees to America. Voilà. Le livre, en fait, a mordu de façon tout à fait profonde, dis-moi par rapport à la région de Grand Lac, a mordu sur notamment les questions qui vont nous occuper pendant cette émission d'aujourd'hui, notamment la conflictualité dans la région de Grand Lac et surtout son corollaire de phénomène de réfugiés qu'il a bien analysé à travers son livre. Voilà pour nos deux invités. Nous attendions une troisième invitée, mais dès qu'elle nous rejoindra, nous pourrons vous la présenter. Chers téléspectateurs qui nous suivez en direct aujourd'hui, il est vrai, l'Afrique est traversée par plusieurs crises. Mais quand vous entendez, vous croisez certains ultra-afro-optimistes, ils vous disent qu'en fait, l'Afrique n'est pas si mal partie que ça. En fait, ils veulent contredire la thèse de René Dumont, qui dans son livre « L'Afrique noire est mal partie », livre écrit en 1962, selon laquelle, effectivement, l'Afrique, à cette époque-là, l'Afrique faisait face à plusieurs handicaps, y compris la corruption, les conséquences liées à la décolonisation. Et il avait fait un diagnostic effectivement pertinent et percutant à l'époque, si bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire que vraiment l'auteur s'est trompé dans son analyse. Raison pour laquelle, pour les ultra-optimistes, moi-même, je pose l'argument sur lequel, si l'Afrique était bien partie, on verrait notamment les pays africains se serrer les coudes, assister leurs populations qui font face notamment aux famines. Si l'Afrique était bien partie, on ne verrait pas un État agresser un autre État voisin ou pas, sous le regard indifférent des autres États, ou annexer une partie de cet État dans l'indifférence tout à fait abjecte des autres États. On verrait en tout cas les États africains faisaient plus important, de manière plus significative par rapport notamment en termes de rapport d'échange, des échanges intra-africains. On verrait des Africains, des pays africains, voilà, réduire les barrières tarifaires, augmenter le volume des échanges intra-africains, qui a du mal à dépasser 15%. On verrait les États africains parler d'une seule voix et défendre les priorités et les intérêts africains sur la scène internationale. On verrait en tout cas les États africains faire preuve de plus de solidité, de solidarité aussi, au travers des défis, des enjeux globaux et régionaux, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avions commencé par cette chanson de Bob Marley qui nous exhorte, l'Afrique, unis-toi pour le bénéfice de ton peuple. Il est vrai qu'on doit s'excuser parce que la qualité du son n'était pas au rendez-vous. Voilà, et même si le continent n'était pas mal parti, on serait fiers d'avoir vu les pères de l'indépendance, les premiers leaders post-indépendance, dans l'époque post-coloniale, les chantres du panafricanisme, on aurait été fiers de les voir poser les jalons de l'unification pour laquelle ils ont exhorté les leaders, le peuple africain, plutôt que d'avoir été assassinés froidement pendant leurs premières années d'exercice en tant que leader à la tête de leur pays respectif.
Voilà en gros notre position. Nous souscrivons à la thèse selon laquelle, effectivement, l'Afrique est traversée par plusieurs fractures, notamment les crises multiples que nous avons citées, que nous allons approfondir dans notre émission d'aujourd'hui. Sans tarder, je voudrais inviter notre collègue Patrick nous montrer une photo ou une image, une cartographie des conflits en Afrique pendant l'année 2019. 2009. La situation 2009, au moins dans un premier temps. Voilà, parmi les cartes là qu'il nous présente, voilà, il y a celle qui montre la cartographie des conflits en 2009. Encore une autre, c'est pas celle-ci. La cartographie des conflits en 2009. En tout cas, je voulais un aperçu de cette carte parce qu'elle montre plutôt un aperçu de ces conflits à cette époque-là. Elle montre combien, même aujourd'hui, voilà, c'est ça la carte que je voulais vous montrer. Donc voilà, merci beaucoup pour le zooming. Donc vous voyez, c'était une situation, c'est une carte qui date de 2009. Et vous voyez que malheureusement, 14 ans plus tard, les mêmes foyers de conflit meurtriers persistent. Voilà la Corne de l'Afrique, voilà la bande du Sahel, partie voilà, du sud, la région des Grands Lacs, notamment là, au Kivu. Donc, la République centrafricaine, voilà, l'Itourie, c'est en République démocratique du Congo, centrafricaine, le Darfour, c'est pas terminé, la partie nord-est du Nigeria aussi, la partie nord du Niger, bien entendu, la partie nord du Mali, voilà, la Côte d'Ivoire, ça s'est résorbé. Voilà, donc ces régions-là, voilà, font face, traversent des conflits meurtriers. Ça, c'était la situation en 2009. En revanche, si Patrick peut nous montrer notre carte, voilà, qui confronte le niveau de leadership en termes d'autoritarisme et la stabilité des pays. Avant de vous donner la parole, il y a une autre carte que je voudrais que tu nous balances qui montre justement la stabilité des pays et l'autoritarisme. Deuxième carte sur la liste. Parce qu'il y a un lien entre, voilà, donc l'instabilité, voilà, autocratie et instabilité. Voilà, c'est le titre. Voilà, on va s'arrêter un peu ici. Voilà, tu peux laisser la carte sur l'écran. Donc, ici, on montre le niveau de stabilité, voilà, ou d'instabilité en fonction ou en corrélation avec les régimes, le niveau de la qualité du régime, les régimes autocratiques. Donc, vous voyez que dans la plupart des États où il y a l'autocratie, il y a aussi l'instabilité. C'est l'élément qui ressort le plus vite. Les pays en jaune hachuré, hachuré en blanc ou hachuré en jaune clair, sont des pays, effectivement, où le conflit est en cours. Les conflits vous pouvez, par exemple, regarder sur la région la plus démocratique du Congo, la Corne de l'Afrique, une grande partie du Sahel. Voilà, donc, vous pouvez vous rendre compte que, alors, sur base de la première carte, même si cette carte est plus récente, la carte date de 2018, mais elle tient compte justement des situations antérieures et de la situation actuelle. Elle montre cette bonne corrélation entre le niveau de gouvernance aux démocraties et le niveau de conflictualité dans les pays. Et c'est très important. On voit que plus, donc les pays relativement instables affichent un taux justement d'autocratie tout à fait observé par rapport aux analyses qui ont été faites. Voilà, je voudrais passer la parole à mes invités pour nous aider à comprendre davantage
qu'est-ce qui anime ces conflits meurtriers. Effectivement, il y a le facteur de gouvernance, par rapport à Denis Kat notamment, mais selon vous, je voudrais commencer par Dr. Eugène, lui qui a écrit beaucoup sur la région de Grand Lac. À votre avis, Eugène, les conflits... Oui. On ne t'entend plus, hein? On ne t'entend pas. Son micro. Micro, Denis, ton micro. Il y a un téléphone, sans doute, il faut l'éteindre. Oui, oui. Oui, je t'écoute. Donc, en fait, tu commençais par moi, Denis, pour dire qu'est-ce qui est à la base des conflits auxquels nous assistons. C'était ça la question. Oui, donc je disais, depuis 1998, oui. Il y a ce conflit meurtrier, notamment au Congo. Avant, il y avait un grand drame voilà, de massacre, de crimes contre l'humanité et de génocide au Rwanda. Et puis, au-delà de cette région de Grand Lac, vous avez vu la carte. Donc, les foyers de conflits meurtriers est tout à fait large. Oui. Comment est-ce que vous interprétez cette persistance dans le temps et cette ampleur en termes d'intensité de ces conflits meurtriers en Afrique? Alors, merci pour la question. En fait, déjà dans les causes sont nombreuses, mais elles ne sont pas certainement intra-africaines, si je peux dire, et à mon avis, et d'ailleurs j'en suis convaincu, elles ne sont pas d'origine africaine principalement. Lorsque vous nous avez proposé ce thème, c'était de dire non à l'afro-victimisme. J'aime bien les sujets religieux, mais je ne suis pas, je n'aime pas le trapisme. Le trapisme, en fait, c'est une forme de monachisme où les moines se flagellent à 100 jusqu'à s'écorcher la peau, croyant que c'est ça qui va leur donner beaucoup de... Enfin, qui va expier leur péché, quoi. Vous comprenez? Et comme ça, ils seront purs, ils seront saints. Moi, je ne suis pas de... Je n'aime pas ça. Parce que je ne pense pas que à force de se flageller, on va effectivement expier ses péchés. Non. Les causes des conflits en Afrique ne viennent pas de l'Afrique, parce que avant l'Afrique, je pense qu'elle était, et j'estime qu'elle était pacifique. Mais depuis que on nous a amené toutes les raisons de nous battre pour le pouvoir, et surtout de mettre le pouvoir aux mains des minorités, si vous le voyez partout en Afrique, c'est ce qu'ils se sont évertués à faire depuis la colonisation. Ce n'est pas depuis les temps des indépendances. On comprend mieux ce qu'il s'est passé. Donc, et puis, les puissances occidentales, pour les nommer, eux, ils ont besoin de nourrir leur trésor public et leur banque. Et j'aime bien le sujet parce que c'était le surendettement. Et lorsque vous essayez de regarder sur cette question de surendettement, on comprend bien que tous les conflits que nous avons, en fait, ce sont des conflits provoqués.
comme j'avais écrit en 1993 une analyse de la situation socio-sanitaire au Rwanda, que j'ai nommé les catastrophes, l'hygiène et santé en cas de catastrophe provoquée. Donc, moi, je disais déjà que la guerre au Rwanda, c'était une catastrophe provoquée par le conflit et par la guerre. Et la guerre, Voilà. c'est tout le cycle de malheur qu'il amène. Donc, pour moi, Oui. les conflits que nous avons en Afrique sont provoqués par les puissances occidentales et par les puissances aussi africaines, et surtout aussi par les tenants, enfin, ceux qui veulent absolument avoir le pouvoir à tout prix, et non aux avantages des populations, qui provoquent ces conflits au profit des puissances occidentales. Je vous remercie. Merci pour la première intervention. Les conflits provoqués par les acteurs externes et d'autres acteurs africains. Par rapport notamment aux aspects de la nutrition, de l'alimentation, on y reviendra comme corollaire des conflits meurtriers, on y reviendra. Cette question donc de la sous-nutrition ou de la sécurité alimentaire, on y reviendra. Mais dans un premier temps, il faut justement passer aussi la parole à Célestin par rapport à la même question. Vous avez la parole, Monsieur Célestin. Merci. Denis, je te remercie. Moi, je pense, je me porte même avant les indépendances africaines, la colonisation. Les conflits que nous vivons en Afrique aujourd'hui plongent leurs racines dans la colonisation. Et bien évidemment, dans la décolonisation bâclée. Et une décolonisation modelée de manière à poursuivre l'exploitation des ressources africaines en l'absence de colonisateurs. Donc, les colonisateurs sont rentrés, mais ils ont laissé derrière des supplétifs qui continuent l'exploitation des ressources africaines, pas au profit des Africains, mais au profit des multinationales qui sont, comme Dr. Wamuke le disait, en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Donc, c'est là, d'après moi, l'origine des conflits que nous vivons, parce que l'Afrique, en fait, celui qui a dit que l'Afrique était mal partie, je lui donne raison dans la mesure où l'Afrique n'a pas compris, au moment des indépendances, l'Afrique n'a pas compris que leur survie se trouvait dans l'unité. Nous avons voulu chacun avoir son propre drapeau. Aujourd'hui, quand nous allons dans les négociations commerciales internationales, dans l'Organisation internationale du commerce, les Africains y ont 54 délégations, alors que les États-Unis y ont une délégation. Alors que le Canada, il y a une délégation. Alors que l'Europe occidentale peut également y envoyer une délégation. Donc, nous nous présentons devant les opportunités du développement en ordre dispersé, ce qui permet aux puissances qui nous exploitent de nous diviser davantage, de favoriser ce qu'ils veulent favoriser et de marginaliser un certain nombre d'autres. Vous avez effleuré un peu le conflit que nous avons dans la région des Grands Lacs. C'est un conflit qui tourne autour des ressources du Congo. Ça ne tourne pas autour des patates douces du Rwanda ou des bananes de Kibungo. Non, non, non. Il s'agit des ressources qui se trouvent dans le sous-sol du Congo. Et bien évidemment aussi, des ressources qui sont au-dessus du sol, comme le bois ou même le bétail. Le conflit qui est actuel dans le... vous vouliez dire quelque chose? Oui, vous continuez. Oui, donc, peut-être pour conclure vite, c'est que l'Afrique est mal partie parce qu'elle a raté le virage de l'unité de l'Afrique. Nous avons préféré
chacun prend son indépendance, ce qui fait que nous avons 54 gouvernements, n'est-ce pas? Nous avons accepté un principe qui n'aurait pas dû être accepté, celui d'accepter les frontières coloniales, qu'il fallait plutôt supprimer. Aujourd'hui, il y a des Africains qui se retrouvent étrangers dans les pays voisins, alors que ça, avant la colonisation, ça n'existait pas. N'est-ce pas? Et la suppression des frontières internes de l'Afrique serait en faveur de l'unité du principe de la libre circulation des personnes et des biens et le principe également de l'union économique et douanière, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas sortir de ce carcan des frontières héritées de la colonisation sans revoir le concept de l'unité de l'Afrique, l'Union africaine. Oui. Les Africains seraient beaucoup mieux s'ils pouvaient parler d'une seule voix, au lieu de permettre aux puissances qui nous exploitent de prendre un tel pays, le favoriser, le mettre à l'écart des autres, afin de fragmenter justement cette unité. Le salut de l'Afrique se trouve dans l'unité du continent, la suppression des frontières intérieures et la sauvegarde des frontières extérieures, comme les aéroports ou bien les ports sur les océans. Et le fait même d'encourager les Africains à poursuivre la symbiose qui existait avant la colonisation, au lieu d'ériger des murs entre nous. Ces murs qui sont érigés entre nos pays sont également érigés même à l'intérieur de nos pays. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Le Rwanda est un pays, disons un petit pays, un pays qui n'est pas très grand en termes de superficie. Mais il y a une fracture entre les Rwandais. Cette fracture n'existait pas avant la colonisation. Nous avions, évidemment, le Rwanda c'était un royaume multiséculaire. Et les populations, il n'y avait pas de réfugiés. Aujourd'hui, nous parlons de pays étrangers. Je suis un réfugié aux États-Unis. Il n'y avait pas de réfugiés avant. Dr. Wamucho et toi, Denis, vous allez vous étonner. Avant la colonisation, non, avant nos indépendances, il n'y avait pas un seul réfugié en Afrique. Aujourd'hui, il y a des millions. Aujourd'hui, dans le Nord Kivu, il y a plus d'1 million de déplacés autour d'un problème qui est un non-problème. C'est un problème de ressources. Nos pays avaient toujours pu partager équitablement dans l'intérêt mutuel. On avait pu partager nos ressources. Aujourd'hui, on doit se battre pour nos ressources. Sur l'encouragement, comme le jeune l'a dit, sur l'encouragement des puissances extra-africaines, c'est-à-dire des puissances qui ne sont pas des puissances africaines et qui ont besoin de voir les Africains s'entre-déchirer, car c'est seulement à ce prix-là, au prix de la fracture, de la fragmentation de l'Afrique, que ces puissances vont pouvoir poursuivre leur exploitation des ressources naturelles de l'Afrique. Voilà. OK. Oui, merci pour Je peux vous dire sur cette question, merci. Merci pour la contribution. Effectivement, nous avons raté le virage de l'unité, de l'unification de l'Afrique, notamment l'unification qui aurait permis, j'allais dire, de gommer, de transcender les conséquences de la fragmentation de l'Afrique, si bien que les barrières, effectivement, héritées de la colonisation sont un grand frein, voilà, un frein par rapport notamment au potentiel de développement que nous pouvons favoriser plutôt que nous enfermer chaque pays dans son terroir. Mais le problème que nous avons effectivement, c'est que au-delà de cette dimension, j'allais dire utilitariste quant aux motivations des conflits, tout à l'heure, je vous ai montré la carte qui montre le lien entre l'autoritarisme et l'instabilité. Il y a notamment un professeur qui s'appelle Paul Williams
de George Washington University, qui développe une autre approche. Il dit que les gens ne se battent pas juste pour parce qu'il y a des ressources ici ou là, mais c'est parce qu'il y a une dynamique de non-accès, de régulation déficiente par rapport aux modalités d'accès à ces ressources. Il faut qu'il y ait un régulateur, voilà, un mécanisme qui redistribue les cartes, qui arbitre comment accéder, qui accède, donc un mécanisme de redistribution, je m'excuse, redistribution de ces ressources. Si l'État, par exemple, du Congo pouvait imposer son autorité à l'est du Kivu, exercer son autorité, et puis faire taxer les entreprises, faire respecter la loi, les taxes ou les impôts perçus auprès des entreprises minières seraient bien gérés, c'est une hypothèse, et puis pourraient profiter aux communautés locales en termes d'infrastructures qui seraient justement, ou même allouer une partie de ces recettes aux entités locales. Comment il s'appelle le savant là? Il s'appelle Paul Williams. Paul Williams. Paul Okay. Williams. Merci, Voilà, merci. c'est un professeur à George Washington University. Il dit qu'effectivement, donc, le conflit autour des ressources, donc les ressources de la guerre, c'est l'une des pistes explicatives, mais en soi, la dynamique est tout autour, c'est qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de normes qui répartissent les modes d'accès équitables à ces ressources. Si par exemple vous avez des groupes rebelles qui prétendent voilà, accaparer cette région, c'est parce que effectivement l'État, l'autorité de l'État n'est pas là pour imposer. Alors, mais on ne t'entend plus, Denis, mais je ne sais pas si loi, on a compris. Ou a failli. En tout cas, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend très mal, mais on a m'entendez? compris l'idée si tu veux. Hein. Je ne sais pas si toi, tu nous entends. Oui, je vous entends correctement. Voilà. Maintenant que vous avez parlé du sujet donc de déplacement de population, suite notamment au conflit meurtrier, je voudrais que Patrick nous aide à avancer, à nous montrer notre carte qui montre l'insécurité alimentaire grave par rapport au conflit meurtrier. Une carte qui montre l'insécurité alimentaire par rapport au conflit meurtrier pour voir les liens entre les deux. D'accord. L'insécurité alimentaire ou la sécurité alimentaire? Insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, oui. En fait, c'est pour partir de là pour montrer combien ou comment les famines sont des corollaires des conflits en Afrique. Et comme vous l'avez même évoqué, notamment Eugène, c'est que ces conflits meurtriers, s'ils sont provoqués par le facteur humain, c'est que même les famines, l'argument selon lequel les famines résultent des facteurs naturels est tout à fait dépassé. Dépassé de plus en plus, nous, à part, j'allais dire la dimension sécheresse ou inondation, voilà, mais la plupart des famines, jusqu'aujourd'hui, en Afrique, on a constaté que, en grande partie, ce sont des famines provoquées, donc évitables. Patrick, apparemment, a du mal à trouver la carte. Patrick, la carte numéro 3, qui montre donc la topographie des famines ou de l'insécurité alimentaire et l'insécurité ou les conflits en Afrique. Insécurité alimentaire grave et conflits en Afrique. La carte est sur l'insécurité alimentaire et conflits en Afrique. La carte est tardée à venir. Au moment où la carte est en train d'arriver. Oui, hein. Oui, voilà, elle est arrivée. Elle est arrivée. Okay. Vous voyez donc, vous voyez l'insécurité alimentaire grave. Donc, les niveaux de sécurité alimentaire. Et puis, de notre côté, on a superposé le niveau de conflit
sur la même carte, qu'est-ce que vous constatez d'emblée? C'est comme s'il y a une superposition topographique de ces deux phénomènes. À moins que vous ayez une autre interprétation. Donc, les foyers de sécurité, de conflits graves s'accompagnent comme corollaire de l'insécurité alimentaire, des famines. Voilà, je vous donne la parole en commençant par le jeune. Eh bien, de toute façon, ici, il n'y a pas matière à débat, c'est un classique. Lorsqu'on parle d'une catastrophe provoquée, donc la guerre, normalement, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Les personnes qui meurent à cause des balles que tirent les parties en conflit, les protagonistes, est absolument inférieur de 10 fois que les personnes qui meurent à cause des conséquences des conflits armés. Je veux dire quoi? Je veux dire que lorsque vous allez dans un camp de réfugiés, donc la guerre, donc une catastrophe provoquée par une guerre, qu'est-ce qu'elle cause? Un, le déplacement de la population, c'est la première conséquence d'une guerre. Donc les gens ne regardent pas. Lorsque les gens sont partis, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la dislocation des infrastructures publiques. Bien sûr, puisque les gens sont partis, l'administration ne fonctionne plus, les dispensaires ne fonctionnent plus, donc il n'y a plus rien qui marche. Les stations d'essence ne fonctionnent pas. Voilà, il y a toute une sorte de pénurie qui se met en place. Et à la fin, et en plus, alors, il y a cette fois-ci la morbidité qui augmente puisqu'il y a agglutination, donc il y a une promiscuité. Donc, quand les gens se déplacent, ils sont dans des camps de réfugiés, ils sont dans des églises, ils sont dans des écoles. Donc, ils sont condensés sur un petit territoire. Et lorsque vous avez ce petit territoire dans les camps de réfugiés ou ailleurs, ou dans d'autres, partout où ils se trouvent en tout cas les réfugiés, il y a une promiscuité, et cette promiscuité est morbidogène. Donc les gens ils se transmettent les maladies très facilement, et les maladies infectieuses se développent très facilement. Comme il n'y a pas de médicaments, comme il n'y a pas d'infrastructure, la mortalité augmente. Et alors, il n'y a pas de travail, les gens ne travaillent pas. Et comme les gens ne travaillent pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que il n'y aura pas de culture. Il n'y aura pas de culture, il n'y a pas de moisson. Donc, il n'y a pas de denrées alimentaires. Et qu'est-ce qui va s'installer? C'est la famine. Donc, ce que vous avez là en jaune, ce n'est qu'une conséquence tout à fait classique et normale des conflits en Afrique. Merci. Après, je passe la parole à mon ami Célestin. Les virages ratés et l'illustration que tu as pris de ce grand professeur de George Washington University, je rigolais, quoi. Je m'inscris absolument en faux. Parce que je ne pense pas que dans son article, il est noté que c'est en 1944, aux États-Unis en plus, qu'a été signé les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods qui prétendaient faire exactement ce qu'il est en train de parler du mécanisme de rétribution, du mécanisme de la dette que les Nations Unies, s'il vous plaît, devaient distribuer
à ce qu'ils appelaient les pays pauvres. Et vous savez combien de personnes étaient à Bretton Woods? Combien d'États? Moins que le nombre des États africains, comme l'a dit notre ami Célestin. C'était seulement 44 États qui se sont réunis à Bretton Woods, c'est-à-dire les nations riches, qui ont apparemment décidé de nous donner des prêts qui allaient nous tirer de la grande pauvreté dans laquelle la colonisation venait de nous laisser, était en train de nous laisser, parce qu'en 1944, on était encore en plein dedans de la colonisation. Mais c'était surtout, parce que vous vous souvenez que juste en cette année, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. C'était surtout pour pouvoir se répartir les ressources naturelles dont Célestin a parlé. Pourquoi? Parce que la monnaie était la leur et Bretton Woods venait de dire que la ressource naturelle n'était plus l'or, donc n'était plus la monnaie, ne serait plus la mesure de la monnaie d'échange, mais que ce serait le dollar. Mais Célestin qui est aux États-Unis vous dira que le dollar qui est aux États-Unis n'est pas le dollar qui circule dans le monde. C'était un autre dollar. Donc, il y a l'État du Congo ne contrôlerait pas ses ressources, ne contrôlerait ses ressources que tous les industriels américains et européens viendraient acheter de l'or, le diamant, le coltan et les autres au Congo. Et le Congo serait certainement le pays qui va financer les États-Unis et l'Europe. OK. Donc, voilà. attendez de citer ces grands savants américains et européens qui, lorsqu'ils font leurs études, justement font les études pour nous enfumer et encore nous maintenir dans notre dépendance par rapport à eux. C'est faux et je m'inscris en faux et je te repasse la parole. Merci beaucoup pour voilà, ta position, tu as fait par rapport au point de vue du professeur là. En fait, pour rectifier, il ne nie pas effectivement que les ressources constituent un enjeu aussi autour duquel peuvent naître les conflits. Il ne nie pas cette composante de ressources comme objet de convoitise qui crée les conflits. Mais il dit que justement, c'est parce qu'au départ, il n'y avait pas de mécanisme de régulation. Denis, je n'ai pas dit qu'il l'a nié. C'est ce mécanisme de régulation dont il parle qui est un faux problème parce que les Bretton Woods nous a donné les mécanismes de régulation qui n'ont jamais régulé, mais au contraire, nous ont surendettés et nous ont pillés. Et ils continuent à nous piller. Donc, c'est encore maintenant, il essaye d'introduire les mécanismes. Non, ils n'ont qu'à acheter ce que nous avons. On n'a pas besoin de régulation. Voilà, c'est tout. Voilà, je souhaite ton opinion. Effectivement, ce ne sont des opinions. Alors, je passe la parole à Célestin. Par rapport à cette question-là, en fait, on était en train de voir comment, justement, les foyers de conflits meurtriers étaient en même temps les foyers de sécurité alimentaire, qui a une position topographique et que c'est normal parce que lorsqu'il y a des conflits violents, les gens doivent fuir. Voilà, il y a une décapitalisation, ils perdent leurs actifs et les gens sont dans les camps de réfugiés ou dans les camps déplacés où la morbidité augmente, notamment le taux de mortalité augmente plutôt parce qu'il y a la promiscuité, il y a des maladies, etc. Ces factures, les services de base sont, dysfonctionnaires ou ne fonctionnent plus ou abîmés. On disait cet aspect-là. Alors, je te passe la parole avant de parler de la dette. Vous avez la parole, monsieur Célestin. Denis, moi, je suis très mal à l'aise quand je dois parler de l'économie parce que je suis un ignare en économie. Mais je voudrais te dire, Denis, quand un savant, un économiste américain fait une étude, il fait son étude en tant que savant produit de la société américaine. Nous sommes des Africains. Nous sommes les exploités. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les germes de l'instabilité que nous vivons ont été semés au moment des indépendances, quand les Africains ont choisi de chacun prendre sa petite indépendance, de manière à ce qu'aujourd'hui,
nous nous présentons avec une puissance de négociation extrêmement fragmentée. La puissance de négociation du Rwanda, si le Rwanda doit, par exemple, aller négocier le prix de la cassiterite, sa puissance de négociation est très faible si les clients peuvent obtenir la même cassiterite en offrant moins d'argent, en offrant un prix inférieur à un concurrent du Rwanda. N'est-ce pas? Oui. Alors que si l'Afrique pouvait se présenter à la table de négociation unie, avec une même position, derrière un seul représentant, l'Afrique aurait une capacité, une puissance de négociation beaucoup plus forte. Et donc, les puissances qui exploitent nos ressources en utilisant nos propres mains et nos propres bras, ces puissances auraient des difficultés à pouvoir imposer les termes inégaux qui ont été formulés, comme Dr. Wamutu le disait, à Bretton Woods. Bretton Woods, c'est la conférence qui a donné naissance au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Ce sont des institutions. La Banque mondiale est toujours dirigée par un Américain. Le Fonds monétaire est toujours aux mains d'un Français. Aujourd'hui, la France a accordé une faveur à la Bulgarie. Aujourd'hui, c'est une dame bulgare qui est directrice générale du Fonds monétaire. Mais en fait, c'est une chasse gardée de la France, le Fonds monétaire international. Donc, le problème donc, que nous vivons, Denis, le problème que nous vivons, si nous voulons surmonter ce problème, il faudrait que les Africains acceptent de mettre de la substance dans nos déclarations quand nous proclamons l'unité, quand nous disons que nous sommes des frères aux Ivoiriens ou bien des frères aux Zimbabwéens. Il faut que nous y mettions de la substance, que nous nous mettions devant un seul drapeau, que nous entreprenions de former un seul gouvernement pour nous représenter, au lieu d'avoir 54 gouvernements, parce que parmi ces gouvernements, il y en a qui, bon, quand le gouvernement du Rwanda ou du Burundi ou du Lesotho, il se présente devant le Royaume-Uni ou devant la France avec un panier pour demander qu'on y mette. Nous sommes des pays pauvres. Mais aujourd'hui, figurez-vous, qu'est-ce qui se passerait si l'État de New York négociait à part, l'État du Texas négocie à part, la Californie négocie. Vous savez que la Californie est la 6e puissance mondiale, la puissance économique mondiale. La Californie à elle seule. Or, malgré tout cela, les États-Unis parlent d'une seule voix dans les négociations commerciales internationales. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis parlent d'une seule voix. Saviez-vous que si nous étions vraiment unis, nous aurions une place au Conseil de sécurité? Mais aujourd'hui, même quand les puissances occidentales nous favorisent, nous donnent des faveurs, ils en parlent. On dit que l'Afrique devrait avoir 1 ou 2 places au Conseil de sécurité, mais nous allons nous entre-déchirer pour savoir qui va occuper cette place. Oui, est-ce que le Nigeria va prendre ça? Est-ce que la Tanzanie prendra ça? Est-ce que l'Afrique du Sud est en droit de prendre cette place? Donc, vous voyez, nous avons un problème fondamental. C'est un problème interne, Dr. Wamutu. Ce problème-là, c'est le problème de la construction de l'unité de l'Afrique. Voilà. Merci. Oui, construction de l'unité, ce sera un chemin, j'allais dire, sommet d'embûche, mais effectivement, il va falloir y arriver. Et pour cela, il va falloir avoir des dirigeants tout à fait progressistes, voilà, résolus à poursuivre cet appel des pères des indépendances. Comment vous parlez des institutions financières internationales, j'allais dire, qui nous tiennent vraiment par le cou à travers notamment les financements, les aides au développement, l'aide dans le sens de crédit, pas de
au développement qui est gratuit, mais plutôt les crédits, les dettes à rembourser. Tant que nous sommes sur ce sujet, justement, moi, je suis tenté de parler de servitude de consenti de la dette. C'est comme si, déjà, nos économies n'ont pas de... Même si je ne suis pas assez économiste, mais il faut avoir des économies solides pour pouvoir résister à la tentation d'enchaîner les dettes. Parce que nos États ne font que exploiter les matières premières, plutôt exporter les matières premières tout à fait limitées. Ils n'ont pas une économie diversifiée. Quand il y a une crise économique sur le plan international, on recourt aux dettes. Par exemple, après le Covid, les pays se sont renfloués en termes de demande de crédit. Après la crise financière internationale de 2008 aussi, on a vu un volume important de crédits accordés aux États pour compenser les effets délétères de cette crise internationale. Alors, le problème que nous avons, ce n'est pas les nombres, les chiffres en tant que tels, c'est plutôt l'efficacité quant à l'usage de ces fonds, de ces crédits que les États demandent. Par exemple, au Rwanda. Le Rwanda était parmi les pays les plus choyés par les donateurs après 1994, après le génocide. Tous les pays ont été très généreux à l'égard du Rwanda. Mais quand vous voyez la prévalence de la pauvreté au Rwanda, plus de 65% de la population rwandaise, autour de 70 d'ailleurs, vivent avec, même si ce sont des chiffres théoriques, avec moins de $2 par jour. Quand vous voyez la prévalence de la pauvreté au Rwanda, vous vous demandez mais où va cet argent que les pays donateurs ont donné depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Les familles au Rwanda, les gens meurent de faim. Les hôpitaux, pour ne parler que du Rwanda, les hôpitaux, les véhicules n'ont pas de pièces de remplacement. Les hôpitaux, les véhicules de transport des malades, même dans la plupart des pays africains. Mais, voilà, ils sont endettés jusqu'à la gorge, mais sur le terrain, on ne voit pas les retombées positives de l'usage de la dette. Donc, ce que nous disons ici, ce n'est pas nier le principe d'interdépendance financière des États ou le fait que les États empruntent les crédits dont ils ont besoin pour les projets, mais c'est le problème de l'utilisation judicieuse de ces crédits que nous voulons mettre en relief dans notre émission d'aujourd'hui. Alors, je demande à notre collègue Patrick de nous montrer une graphique qui montre justement, j'allais dire, l'ampleur des pays qui sont menacés de défaut de paiement, c'est-à-dire qui risquent de ne pas être capables de rembourser et les crédits et les intérêts liés au crédit. Pour avoir une idée de ce phénomène, aussi vous connaissez les effets délétères du surendettement. Les pays ne peuvent pas être crédibles quand ils doivent encore réemprunter d'autres crédits, mais aussi les projets de développement du pays ne sont pas financés justement quand il y a moins de crédits. Si vous êtes surendetté, vous n'êtes pas assez crédible par rapport aux agences de notation et par rapport à d'autres agences qui voudraient investir dans votre pays. Ces aspects alors impactent le niveau d'investissement par rapport au projet de développement que vous auriez aimé voir financer. Donc, et ce sont les paysans, ce sont surtout les services de base qui sont victimes de ce surendettement. C'est comme si c'était un frein à l'investissement pour le bien-être des populations. Je voudrais demander à Patrick de nous montrer le graphique qui montre le niveau de surendettement, le niveau de risque de surendettement par rapport aux pays africains. Voilà, je pense que Patrick cherche encore la carte. En tout cas, on se demande où va cet argent. Que ce soit les aides au développement dans le sens des dons, que ce soit ces dettes à payer, on se demande mais avec quel impact sur le terrain. Pourquoi 30 ans plus tard, voilà, 30 ans plus tard, ou même 20 ans, ça dépend des régimes des pays, 20 ans plus tard, ou 15 ans ou 45 ans plus tard, vous voyez le milieu rural tout à fait paupérisé. La paupérisation n'a pas reculé d'un cran. Vous voyez le niveau des services, ou le niveau des infrastructures qui n'a pas été développé malgré ces aides faramineuses. Alors on se demande où va cet argent. En attendant que Patrick balance le graphique sur le risque de surendettement des pays africains, je voudrais vous donner la parole par rapport à ça. Je commence par Eugène.
Est-ce qu'il ne faut même pas de dessin, hein? Je pense qu'on peut parler de cette question. Oui, tu peux parler, ouais, tu peux parler même, tu peux On parler peut tout en parler simplement, oui, tu peux parler. sans dessin. Oui, mais il va Écoute, rester. Oui, écoute, tu peux parler. Denis, la question est celle-ci. C'est vrai que je suis absolument d'accord avec mon grand frère sur le problème de donner de la matière à notre vocabulaire de frères africains et que l'unité est quand même le plus grand enjeu de notre histoire d'Africains, de notre être d'Africains. Seulement voici qu'en 1884, Bismarck et ses pairs à Berlin se sont amusés à mettre des lignes sur la carte de l'Afrique. Aucun Africain n'y était et personne ne leur avait demandé de le faire. Ce faisant, eux, ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Et cela fait déjà plus d'une centaine d'années que nous ployons sous le poids de cet héritage que nous n'avons pas du tout demandé. Et je ne sais pas combien de temps cela nous mettra à construire cette unité tant désirée. C'est un manque absolument terrible. Ces pays morcelés, mais il y en a d'autres qui en ont profité, puisque le Rwanda dont parle notre ami Paul n'avait pas la superficie qu'il a aujourd'hui. N'en déplaise à tous ceux qui peuvent me contredire, le Rwanda n'arrivait pas aux confins de Massissi, comme certains veulent le dire. Non. Le Rwanda, tel qu'il était en 1984, n'était qu'une petite minuscule partie du Rwanda actuel. Donc, en tout cas, oui. Il en a profité, lui. Mais il y en a d'autres qui en ont. Par exemple, le grand royaume du Congo, le bassin du Congo, allait jusque... il comprenait même la Centrafrique, une partie du Cameroun et le Congo actuel. Donc, le Congo, justement, Donc, ce que moi je veux dire, que l'effort... Vous faites le lien avec le problème de la dette voilà, Attendez, j'en viens. En 1900, j'ai parlé de 1884 pour dire que ceux qui l'ont fait avaient toutes les raisons de le faire et ils voulaient absolument nous maintenir dans cet état de désunion. Et il a bien dit Célestin, les États-Unis, la Californie qui tire tous les États-Unis derrière lui et les maintient une économie solide, mais eux, ils ont prévu, en 1944, nous l'avons dit, avec la Banque mondiale et le FMI, de maintenir le reste du monde sous leur dépendance, ce que les mécanismes de régulation en question. Et figurez-vous que malgré la guerre, en 1945, après la guerre, donc en décembre, ils ont créé le franc CFA aussi. Donc, la France a signé, a ratifié ces accords de Bretton Woods et a créé le franc CFA pour aussi mieux piller ses colonies. Et ça, on le sait, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, quel est le lien avec le problème de la dette alors? Le problème de la dette, lorsque j'ai dit cela, en te disant que les gars ont organisé un système de prêt aux pauvres, dont ils ne pouvaient plus vendre leurs ressources, je l'ai déjà dit. Comment tu vas m'endetter? Donc, tu n'achètes rien chez moi et tu me dis que tu me prêtes pour que moi je puisse te vendre. Et d'ailleurs, on ne vend rien puisqu'ils prennent tout gratuitement. Et tu te posais la question de pourquoi le Rwanda, après 1984, reçoit beaucoup de dettes et que cette dette ne participe pas aux populations. Mais Denis, il ne te faut pas une boule de cristal. Le Rwanda exécute un programme
de déstabilisation de la République démocratique du Congo et il est bien payé pour ça. Seulement voilà que cette paix qu'on lui donne, nos enfants et nos arrière-petits-enfants vont devoir payer cette dette. Alors que cette dette n'a servi qu'à nourrir la guerre du Congo. Et puis à maintenir ce régime qui absolument est au service des exploitants, en tout cas des pilleurs de la République démocratique du Congo. Et alors, les pays qui sont en défaut de paiement, mais bien sûr qu'ils seront en défaut de paiement. Si moi je te prête de l'argent, supposons, et que tu me dois en plus des intérêts, et que moi, toi, tu n'achètes rien chez moi, et que ce que tu devais acheter, tu le prends gratuitement, comment puis-je ne pas être surendetté? Aujourd'hui, le chocolat que mangent tous nos enfants, le thé, le café, le cacao que nous buvons tous les matins, vous pensez que nos pays africains le vendent à juste titre? Ce sont les multinationales qui prennent le café, 1 kilo de café à je ne sais pas combien, à 1 centime, mais que toi, tu achètes le kilo de café à 100 €, que eux ils s'enrichissent, nos pays s'appauvrissent. Et nos gens qui meurent de faim, justement, ne font que participer à cette mortalité qu'on nous impose aussi d'ailleurs, pour diminuer les effectifs de la population. Ça aussi, c'est organisé, c'est voulu. Excusez-moi. Donc, je ne suis pas ici, il n'y a pas de théorie du complot, il y a tout simplement une question de se rendre à l'évidence, de voir comment on nous impose des politiques qui nous tuent et qu'on nous impose des théories, fût-il par des Paul Abraham, de Paul Williams, qui veulent réguler, en fait, ils veulent réguler notre déchéance. Donc, on ne régule que notre pauvreté. Voilà, et je vous rends la parole. Notre faillite. Voilà, c'est fort comme, effectivement, comme argument, effectivement, qu'on régule notre faillite, notre pauvreté, même si ce n'est pas le point de tout le monde. Avant que Célestin intervienne, par rapport à cette question de la dette asservissante, pratiquement, est-ce que Patrick peut nous faire jouer la vidéo que nous avons préparée? Patrick, il y a une petite vidéo que tu peux jouer. Si la vidéo est disponible, tu peux la jouer. Donc, la vidéo que nous avions prévue, par rapport notamment à ce besoin de dépasser, notamment, il faut que les mentalités changent dans beaucoup de pays africains. Ont tout de suite vu l'incohérence. S'ils ne l'ont pas fait exprès, alors ils devraient se taire. Ils devraient se faire plus discrets et surtout se garder de critiquer les militaires parce qu'eux ont tout de suite vu l'incohérence. Et ils sont attaqués d'entrée. Il ne s'agit pas de remettre en cause les engagements pris par la Guinée, mais il s'agit de faire en sorte qu'aucune des parties prenantes aux différentes conventions ne soit fondamentalement défavorisée. Dans la répartition des revenus issus de l'exploitation de nos ressources naturelles. En réalité, le secteur de la bauxite est bourré de conventions, de contrats absurdes. Et ce qui est remarquable, c'est que le CRND, le groupe des militaires qui est arrivé au pouvoir en renversant le professeur Alpha Condé, sans expertise, n'a même pas touché aux conventions. Ils ont juste décidé de mettre un terme à ce pillage. Une centaine de permis ont été retirés, c'est-à-dire près du tiers des permis donnés. Depuis le 5 septembre, le chef de l'État est venu, il a dit qu'il faut mettre un gel. On n'octroie pas de permis minier. La situation est tellement corrompue, il faudrait tirer au clair la situation des titres et permis miniers. Alors au Conseil des ministres, il m'a instruit, le ministre des Mines, de ne plus octroyer de permis jusqu'à l'assainissement complet du cadastre minier. C'est ce qui fut fait. Donc depuis ces 8 derniers mois, nous sommes en train de voir au cas par cas tous les permis dormants, tous les permis qui sont restés inactifs, ou tous les permis dont les obligations contractuelles en matière de volume de travail à accomplir, en matière de volume d'investissement à faire, en matière des taxes superficielles, en matière des droits fixes
a payé la République de Guinée. Dans chacun de ces cas, nous avons répertorié et nous leur avons adressé, selon les provisions du code minier, des lettres de mise en demeure de 30 jours pour se mettre en rapport. Dans tous les cas, pour une soixantaine de sociétés minières où les gens n'ont pas essayé de se mettre en conformité avec leurs obligations contractuelles avec la Guinée, ces ont été retirés et le compte rendu a été fait au chef de l'État. Vous et nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Je vous invite à cette démarche qui devient un impératif catégorique et non négociable. Et ce, avant la fin du mois de mai. C'est-à-dire, on est en avril, c'est d'ici la fin du mois prochain. Je veux, Monsieur le Premier ministre, qu'on me réponde sur ça. Je vous demande de revenir auprès du ministre des Mines et de la Géologie avec des propositions, un projet, un chronogramme précis de construction de raffineries d'alumine en République de Guinée. Quand il est venu au pouvoir, il a déclaré solennellement que toutes les conventions de base, tous les contrats, tous les protocoles restent inchangés. Donc nous ne changeons pas la loi. L'État, la Guinée, est une continuité. Et pourtant, en mettant juste la pression pour que les conventions soient respectées, le changement dans les caisses du Trésor public a été fulgurant. Les recettes de l'État ont, en quelques mois, fait un bond extraordinaire. Pendant les 90 premiers jours de 2022, les recettes minières ont été à hauteur de 11 000 milliards 900 millions de nos francs, donc représentant plus que les recettes prévisionnelles annuelles que les douanes font rentrer dans les caisses de l'État. En 3 mois, les 3 premiers mois de l'année, on a mobilisé près de 12 000 milliards qui sont dans nos caisses, avec la Sogipame. Comment on est arrivé là? Et donne à la Guinée le droit en seulement Oui, voilà, oui. Effectivement, il y avait un problème de qualité du son. Mais en fait, ici, nous avons voulu prendre cet extrait aussi pour illustrer nos propos. Quand il y a, j'allais dire, l'audace des dirigeants qui disent « oh, c'est trop », il peut y avoir des changements dans les caisses de l'État. C'est une question aussi de posture de gouvernance. Le courage de dire « trop, c'est trop », la corruption, ça a trop duré. Et sans régulation. Je voudrais donner la parole. Voilà, je voudrais donner la parole à Célestin, qui fait le lien avec le problème de surendettement, parce que la Guinée mérite mieux, avec leur bauxite, ils ont beaucoup de minerais, la Guinée mérite mieux, plutôt que, j'allais dire, d'être spoliée dans ses biens par les entreprises étrangères qui sucent à blanc les ressources du pays, alors qu'il suffit d'appliquer avec fermeté les codes miniers pour faire rentrer dans les caisses de l'État les sous que parfois le gouvernement précédent aurait dû aller emprunter sur les marchés auprès des institutions internationales de financement et de développement. Vous avez la parole, Célestin. Denis, sur cette question relative à l'endettement, le surendettement, une fois de plus, mon constat, c'est que nous sommes mal partis. Nous sommes mal partis. Oui. Parce que, regardez par exemple ce que le coup d'État de Guinée a fait. Ils ont dit oui. Trop, c'est trop. La contagion a frappé le Mali. Oui. C'est allé même jusqu'au Burkina. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est au Niger. Mm-hmm. Donc, la bande du Sahel. Oui. Et apparemment, ça s'est arrêté là-bas. Les troupes françaises se sont retirées. Le Mali, la moitié du Mali est sous occupation des djihadistes aujourd'hui, au moment où nous parlons. Oui. Les États-Unis viennent de déclarer que ce qui a eu lieu au Niger, c'était un coup d'État. C'est ce qui fait que l'Amérique va leur couper les vivres à la hauteur de 400 millions de dollars par an. Mm-hmm. Et, la flamme révolutionnaire allumée au Sahel risque de s'éteindre
et de ne pas toucher toute l'Afrique, alors que toute l'Afrique a besoin de ce courage-là, ce courage politique de dire trop, c'est trop. N'est-ce pas? Et si ça s'arrête là-bas, nous aurons eu 3 ou 4 coups d'épée dans l'eau. Et l'exploitation des ressources de l'Afrique va continuer de plus belle. Mais malheureusement, Denis, la colonisation nous a imposé une consommation extérieure qui ne correspondait pas à nos habitudes ni alimentaires ni culturelles. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce train-là et on ne peut pas débarquer. Le train a pris une vitesse telle qu'il est impossible à un quelconque pays africain, même le plus puissant comme le Nigeria, il lui est impossible d'arrêter ce train et de retourner à la case de départ, donc avant la colonisation. Nous sommes donc engagés, nous sommes de plein pied dans l'économie mondiale. Et l'économie mondiale est caractérisée essentiellement par les termes inégaux des échanges commerciaux. Oui. Et donc, cet endettement, ça va être un phénomène récurrent. Et même, Denis, le paradoxe, c'est que les pays africains qui parviennent à se faire endetter, ils se disent être les plus chanceux. Tu posais tout à l'heure la question de savoir où sont partis les dollars que la communauté internationale a donnés au Rwanda. Eh bien, ces dollars une partie est allée dans les paradis fiscaux. Oui, les Panama Papers, là, oui, on a mentionné notamment le nom de... Oui, le Panama Papers a mentionné un des proches collaborateurs du président du Rwanda. Et d'autres fonds vont où? Bon, mais ils ont mentionné également d'autres déjà. Il n'y a pas que le Rwanda qui est épinglé, mais nous avons un grand problème, Denis. Quand nos dirigeants se mettent à siphonner le trésor public et à aller cacher cet argent à l'étranger, ça vous donne que nos dirigeants sont eux-mêmes, ils se sentent dans l'insécurité. Oui. Le motif de ce comportement contraire à l'orthodoxie financière, c'est l'insécurité qu'ils ressentent. Ils se disent, si je ne prends pas, si je ne me sers pas, alors que maintenant, avec les méthodes occidentales de la démocratie élective, les mandats, si à la fin de mes mandats, je risque de retourner dans l'insécurité alimentaire. Donc, il faut donc parler d'insécurité alimentaire. OK. Et le problème qui est extrêmement préoccupant aujourd'hui, c'est que ces puissances occidentales qui exploitent l'Afrique sont parfaitement capables de se trouver un Africain qui va céder à leur demande. Donc, ils sont capables de briser son intégrité pour lui promettre monts et merveilles, en fait, pour lui promettre le pouvoir, pas chez eux, hein, chez nous. Certains de nos dirigeants, on leur promet le pouvoir à Kinshasa, ou à Bujumbura, ou à Kigali, ou à Kampala, et pas à Londres, ni à Washington. Et on lui dit, tu vas faire ceci, nous avons besoin que tu nous fasses cela. Et aujourd'hui, Denis, tu sais bien que le Rwanda, notre cher pays, il a une armée qui effraie toute la région. Et quand vous avez un voisin qui se surarme, vous êtes également obligé de vous armer pour éviter des surprises désagréables de la part de ce voisin. Parce que, oui, il y a un effet domino, oui. Et donc, il y a beaucoup de cet argent qui est parti dans la formation militaire, dans la constitution d'une armée surdimensionnée aux dimensions du Rwanda. Je crois que c'était l'année passée, l'Académie militaire du Rwanda avait sorti 700 sous-lieutenants. 700.
Dr Rwamutio, 700 sous-lieutenants, alors que avant les années 90, l'école militaire, l'école d'officiers du Rwanda pouvait peut-être sortir une vingtaine de sous-lieutenants, une vingtaine ou une trentaine, jamais une cinquantaine, jamais. Oui. Bon, voilà. Cet argent-là, les Occidentaux continuent à utiliser cet argent dans leurs intérêts parce que la puissance de l'armée du Rwanda ou même du Burundi, aujourd'hui, nous savons que ces pays qui sortent à peine de guerres civiles extrêmement pénibles, ces pays, Denis, ces pays sont parmi les plus grands contributeurs des troupes de maintien de la paix sur le plan international. Il n'y a pas de logique dans cette affaire-là. Oui, c'est qu'il y a des coupes. Oui, en fait, le surarmement engendre, comme effet logique, des coupures budgétaires dans d'autres secteurs pour pouvoir justement acheter les équipements, assurer la formation des militaires. Oui, on a constaté à partir d'études empiriques que, effectivement, quand il y a une militarisation accrue dans un pays, on a constaté une dégradation des budgets alloués à d'autres secteurs, coûte que coûte. Voilà. Coûte et que coûte. Oui, les conséquences, c'est que l'éducation n'est pas financée. C'est que dans les hôpitaux, il n'y a pas les médicaments. Les conséquences, c'est que les médecins, comme Dr Rwamutio, s'enfuient à l'étranger pour chercher de meilleures conditions de vie. Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Et tout cela se résume à une chose, une mauvaise gouvernance. Nous sommes mal gouvernés. Et les bailleurs de fonds vont continuer à nous prêter si nos dirigeants sont disposés à obéir à leur dictat et à ne pas regarder les besoins des populations qu'ils prétendent représenter. Voilà. Vous avez de terminer. Il y a un point sur lequel je voudrais que vous parliez, on revienne en tout cas, ce problème de souveraineté, etc., de surarmement même de l'Afrique, qui est, j'allais dire, à première vue, comme si c'est plus qu'être assiégé. Je voudrais demander à mon collègue de nous montrer l'image de la présence des forces militaires étrangères sur le continent africain, parce que nous parlons de l'unification de l'Afrique, de l'indépendance inachevée de l'Afrique. Et voilà que le continent, j'allais dire, est bardé entre guillemets de bases militaires. Nous avons une image qui montre la présence des forces étrangères sur le territoire africain pour vous montrer combien le chemin de l'émancipation complète sera toujours long. Oui, le chemin sera toujours long tant que nous avons, voilà, c'est un exemple, les pays étrangers présents militairement en Afrique. Ça sont les données de 2018. Ce sont les données de 2018. Alors, vous voyez, j'allais dire, c'est une kyrielle, c'est une myriade de bases militaires pratiquement, même si toutes ne sont pas des bases militaires, mais des présences autour des missions limitées dans l'OTAN. Par exemple, les opérations Balkans de la France, là, c'était juste pour une mission bien précise, mais ils ont des bases militaires à Djibouti, à Côte d'Ivoire, au Gabon, ce sont des bases militaires tout à fait permanentes. Vous avez maintenant la Chine aussi qui est à Djibouti. Donc, alors, on se demande, est-ce que l'Afrique est occupée? Est-ce que l'Afrique a besoin d'être protégée? Alors, à quoi servent ces armées nationales auxquelles tout à l'heure on parlait du cas du Rwanda? À quoi servent leurs armées nationales, les armées nationales des États, soi-disant indépendants d'Afrique, quand ils voient la présence de ces bases militaires? Est-ce pour l'intérêt des Africains, des régimes africains, qui n'ont pas confiance dans leurs armées? Là, je pose la question, je n'affirme pas. Est-ce pour assurer leurs intérêts, donc les intérêts des pays, de ces armées, surveiller nos pays? Une fois de plus, alors, je déclare que notre souveraineté est toujours confisquée. Vous avez la parole, donc le chemin reste long pour pouvoir nous affranchir et prétendre à une souveraineté, voilà, qui n'est que de nom. Je vous donne la parole par rapport à ce point. Qu'est-ce que vous dites? Je donne la parole à Eugène. Eugène, tu es de retour? Oui, en fait, j'étais là.
Oui. Parce que j'étais en train de brancher sur le secteur ma connexion. Écoutez, OK, tu as la parole. il y a en janvier de cette année, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, et la dame, qui a remplacé, en fait, qui est là au Fonds monétaire international pour le compte de la France, était en Zambie pour déclarer que la Zambie était techniquement en défaut de paiement. Donc, voilà encore les sauveurs qui étaient venus, donc les fameux régulateurs, alors que nous savons que la Zambie a franchement plus qu'il ne faut pour pouvoir payer ses dettes. Oui, oui. Encore une fois, le problème que nous avons, d'accord, il y a le problème de l'unité, nous en avons parlé, le problème de parler de plusieurs fois, mais moi je dis que le problème que nous avons, c'est de dire, parce que les gars du Niger, les Nigériens l'ont fait. Et Oui, ils l'ont fait. dans un mois, ils ont eu des milliards de recettes. Dans 3 mois, oui. Dans 3 mois. J'imagine ce que serait le Congo si, seulement en un seul mois, il disait stop. Votre régulation, je n'en veux pas. Vos dettes, je n'en veux pas. Mais tout ce qui sortira de chez moi, payez, achetez. Je pense qu'ils n'auraient pas assez de trésors pour contenir leur pognon. Ouais. Donc, pour moi, à quoi servent ces armées étrangères, c'est ta question. Oui, c'était ma question, oui, avant de terminer. C'est défendre tout cela, cher Denis. Parce que si le Congo, aujourd'hui, n'avait pas le Rwanda qui est payé pour le déstabiliser comme il le fait, y apporter ce chaos pour que naissent ces petites armées, donc toutes les tribus commencent chacun à avoir sa milice, et que tous les Congolais, c'est 100 millions s'il vous plaît, se mettaient en ordre de marche pour pouvoir, même artisanalement, exploiter leur sous-sol, chacun sur son terrain, eh bien, on aurait, enfin, je ne sais pas où est-ce qu'ils mettraient leur argent en tout cas. D'accord? Donc, les armées que nous amènent là-bas, qu'ils soient les armées étrangères, que ce soit ces bases militaires, et on sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'armée rwandaise est au Mozambique, au Cap Delgado, pour garder les citernes de Total. Parce que parfois, les choses, il faut les dire telles qu'elles sont. D'accord? Ils sont là pour garder les gisements et des mines et du pétrole. C'est tout. Et du gaz. Maintenant, le jour où on va leur dire, allez-y, nous voulons que vos entreprises viennent, mais qu'elles les achètent, voilà, il y aura la guerre, mais le jour où ils comprendront, alors qu'on fera la paix. Et c'est là où nous allons retrouver notre souveraineté, puisque la souveraineté est effectivement confisquée, ou par les armées étrangères, ou par les armées soi-disant africaines qu'on met au pouvoir pour perpétuer, en fait, pour sous-traiter ce que les bases militaires étrangères ne feront pas. Alors, on aura tous ces terroristes et les autres Daesh, machin, qu'on va nous mettre sur le dos en disant que ce sont eux qui empêchent que l'Afrique se développe. J'en ai fini à vous de... Voilà, merci beaucoup par rapport à vos contributions. Mais effectivement, à partir de cette vidéo sur la décision ferme et l'audace des autorités de la Guinée, en gardant en mémoire aussi la décision de rompre certains accords de coopération et de la colonisation, donc les accords de coopération qui liaient le Niger et la France. Et pour dire aussi, excusez-moi Denis, pour dire, il y a le Mali, le Niger, le Burkina Faso,
qui aussi sont sur cette voie. Oui, ils sont sur cette voie. Donc, si les nouvelles autorités du Niger, les nouvelles autorités de la Guinée l'ont fait, alors les autres peuvent le faire. C'est-à-dire dire non au pillage organisé, à l'opération de leur caisse. Ça aurait dû arriver un jour, ça doit arriver un jour pour d'autres pays qui continuent justement à servir de support. Donc, quand je parlais de dirigeants qui préfèrent notamment ménager leurs bonnes relations avec les puissances étrangères, ça doit arriver un jour, le jour de l'indignation collective, le jour de dire stop, on a été assez spoliés, on a été assez pillés, on a fait la trahison au détriment de nos populations, il faut que ce jour arrive. C'est bien que ces deux pays l'ont fait, il faut que ça arrive dans d'autres pays. Par ricochet, je ne suis pas, en tout cas, j'allais dire, un admirateur non plus des coups d'État. Pour moi, ma conviction, c'est que les coups d'État, c'était moyen par défaut, du moins pour les coups d'État pacifiques qui sont déroulés dans la bande du Sahel, c'était moyen par défaut, au moins, de débarrasser la population de dirigeants corrompus. Mais ce n'est pas une règle, parce que les coups d'État n'ont jamais été l'allié de la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, avant de terminer notre émission, il est vrai, il faut que les gens s'indignent, pas que les nouveaux dirigeants issus des coups d'État, mais même les citoyens, la société civile, qui sautaient vis-à-vis de cette spoliation qui a pris du temps, ou de cette occupation par les armées étrangères. Il faut que s'indignent les partis politiques de l'opposition, il faut que s'indignent les citoyens, les associations, etc. Il faut une indignation contre la conspiration, le cynisme des acteurs non étatiques qui pillent nos ressources. Je voudrais vous passer une minute pour chacun pour dire un dernier mot avant de clôturer notre émission. Commencez par Céleste. Denis, le phénomène auquel nous venons d'assister au Sahel, ce phénomène, on l'avait vu au début des années 60. Quand même, Nkrumah avait essayé ça. Sékou Touré avait essayé ça. Oui. On sait ce qui est arrivé à ces gens. Les Occidentaux ont boycotté le cacao ghanéen et ils ont boosté le cacao ivoirien. La Côte d'Ivoire a reçu beaucoup d'argent du cacao. Ils ont multiplié les champs de cacao. Et la Côte d'Ivoire s'est enrichie au détriment du Ghana, dont le président a été renversé par la grogne populaire. Les gens avaient faim, le franc ghanéen, la monnaie ghanéenne qui s'appelle le cedi avait perdu de sa valeur. Et donc, l'armée ghanéenne est intervenue. Vous étiez probablement encore jeune, là. Le général Ignatius Achiampong a renversé le président Nkrumah qui s'est réfugié en Guinée. Et la Guinée elle-même s'est appauvrie pour avoir dit non à De Gaulle. Le président guinéen, le grand Sili, comme on l'appelait là-bas dans son pays, le grand Sili, ça veut dire le grand éléphant. Eh bien, il est mort alors qu'il se rendait il est mort de cancer parce qu'on lui a reçu. Il n'a pas pu avoir les soins médicaux. Le cancer se soigne, Dr Wamiko peut en témoigner. Mais quand vous le laissez métastaser, on lui a donné un visa alors que la situation était irrécupérable. Il est mort en route vers un hôpital qui traite le cancer, ici, là, un hôpital de Cleveland, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Donc, cet effort ce ras-le-bol avait été exprimé dans les années 60 et les pays qui nous exploitent, ils étaient parvenus à étouffer cela. J'ai peur que même la flamme qui a été allumée dans le Sahel, que cette flamme va être éteinte si elle n'est pas suivie par les autres pays africains. L'unité dont je vous parlais. Cette affaire-là, pour dire non à l'exploitation, il faudrait que à Addis Abeba, où se réunit l'Union africaine, l'Union africaine a son siège là-bas, il faudrait que cette affaire soit portée au niveau de tout le continent pour que tout le continent parle d'une même voix et dise non à l'exploitation. On pourrait y mettre fin sans avoir besoin de recourir à des coups d'État qui sont unanimement condamnés. Aujourd'hui,
les coups d'État, le coup d'État du Niger notamment, il y a, dit-on, encore sur la table une opération militaire pour forcer le retour du gouvernement du président Bazoum, n'est-ce pas? Si vous interviewez le président du Nigeria, il va vous dire que cette affaire-là est encore sur la table. On préfère une solution négociée, mais on n'a pas encore abandonné l'idée d'envahir un pays africain pour lui imposer un régime. Toi, tu les as appelés corrompus, mais les gens là, ils disent que c'était un régime démocratiquement élu. Et nous savons comment nos dirigeants sont élus. Démocratiquement. Hein? Nous savons comment ils sont élus. À 90%, nous savons comment. Donc, est-ce que tu peux résumer, conclure? Et pour en sortir, je reviens sur ce concept d'unité de l'Afrique que nos dirigeants doivent repenser. C'est dans leur intérêt et dans l'intérêt des populations africaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célestin, pour ta contribution. Je passe la parole à Dr. Lejeune pour un petit dernier mot avant de clôturer l'émission. Moi, je pense qu'à l'issue de cette émission, on se sera mis d'accord que les causes de ces conflits ne sont que la spoliation et le pillage des ressources africaines à l'avantage des puissances et lobbies puissants désirés de continuer à exploiter sauvagement l'Afrique. Or, moi, mon dernier mot serait que la flamme qui s'est allumée au Sahel, donc au Niger, au Mali, Burkina Faso et en Guinée, puisse le ciel permettre qu'il ne s'éteigne pas, parce que les populations, le peuple, a cette fois-ci compris, puisque ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Niger, n'arriverait pas à ce point-ci, n'aurait pas résisté, parce que même les soi-disant opposants qui viendraient, une fois servis les intérêts de ceux occidentaux, aujourd'hui commencent à avoir des difficultés face au peuple et aux populations qui ont compris que ce pillage organisé doit prendre fin. Donc aujourd'hui, j'espère que les Africains qui se prêtent à ce jeu de dire, voilà, nous, on va accepter pour renverser ou bien pour perpétuer le système occidental, ils vont de plus en plus peut-être aussi se revoir leur copie et se mettre au niveau du peuple africain qui aujourd'hui a compris qu'il a des richesses à exploiter, il a une terre à défendre et que, quoi qu'il arrive, malgré les convoitises des uns et des autres, y compris la loublardise et la traîtrise de certains de ses fils, je pense que là, plutôt, l'élan ne peut plus reculer. Et j'en finirai par là et je vous remercie de nous avoir invités. Merci beaucoup, Monsieur Célestin, merci beaucoup, Dr. Eugène. Merci aussi pour l'audience qui nous a suivis de bout en bout. En fait, nous terminons en disant que, en formulant un vœu, voilà, puisse la flamme de l'indignation et de la révolte contre le pillage de l'Afrique, voilà, se répandre dans d'autres pays. Indignons-nous contre l'élite aussi, une élite dirigeante qui sert de supplétif aux forces néo-impérialistes. Nous devons aussi repenser, nous, ce sont les jeunes, les citoyens en général, la société civile, les acteurs au pouvoir, nous devons repenser l'unité africaine, la seule qui pourra nous aider à peser sur la scène internationale, plutôt que d'y aller en ordre fragmenté. Aussi, il vaut la peine de s'insurger contre une indépendance mutilée. Jusqu'à aujourd'hui, l'indépendance de pays africains reste encore inachevée, il faut le dire.
la souveraineté de nos États reste confisquée. Il va falloir continuer à travailler pour parachever cette œuvre qui a été commencée et qui reste en tout cas inachevée. Et pour ces chantiers, et pour d'autres chantiers, il va falloir impliquer effectivement la population pour qu'elle puisse justement exercer la pression sur des forces qui seraient contre ce changement. Bien entendu, il va falloir aussi, j'allais dire, fustiger cette élite qui joue le rôle de supplétif aux forces néo-impérialistes. Merci pour tout le monde qui nous avait suivis, et merci pour votre écoute. À la prochaine, et nous vous donnons rendez-vous demain, mardi et vendredi pour notre programme de la radio-télévision Minduka. Namasté. Bye. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon.